mon premier direct, mon premier live, depuis la terre de nos ancêtres, depuis chez moi, depuis chez nous. Frère, un vent de liberté, de tranquillité, d'apaisement me souffle depuis que j'ai atterri ici au Burkina Faso. Depuis que je suis sorti de l'avion, le vent de liberté, de tranquillité, de révolution, de vérité me souffle de tout part, chers camarades d'Afrique. Rassurez-vous que je suis dans de bonnes mains. Alors, je n'ai pas commencé le direct sans saluer, bien entendu, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sans aussi saluer ses pairs de l'AES, le président Assimi Goïta, le président Abdraman Tchani, bien entendu, qui ont bien voulu m'accueillir chez nous. Alors que les gens me pourchassent, alors que les gens veulent me prendre, me déshumaniser, me dégrader et même me faire taire à jamais. Je voudrais du plus profond de mon cœur et au nom de tous les panafricanistes, au nom de mon parti, leur dire merci. Merci, merci de m'accueillir chez nous. Merci pour cet élan de solidarité immense. Merci pour cette hospitalité. Merci pour cette fraternité. Je suis touché, chers camarades d'Afrique. Je suis touché positivement, bien entendu, bien sûr, positivement. Je voudrais saluer aussi le peuple burkinabé et les peuples de l'AES qui sont sortis en masse pour venir m'accueillir. Pour venir m'accueillir comme un enfant d'Afrique, comme un frère, comme un ami, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont réservé cet accueil chaleureux pour envoyer un message à l'Occident, à l'impérialisme et ses suppôts, l'impérialisme et ses suppôts, et ses tentacules, et ses panthères en Afrique. C'est un message qui leur a été envoyé. On ne touche pas aux leaders panafricanistes. C'est ça, c'est ce message qui a été envoyé hier. Et ce message, depuis le 27, ce message est tout le temps envoyé à l'Occident pour dire ce que vous avez fait hier là, ça ne marche plus. Vous avez pourchassé Samori Touré, vous l'avez attrapé, vous l'avez tué. Vous avez pourchassé Patrice Lumumba, vous l'avez attrapé, vous l'avez tué. Vous avez pourchassé Thomas Sankara, vous l'avez attrapé, vous l'avez liquidé. Vous avez pourchassé Modibo Keïta, l'arrêté, le mettre en prison. Et j'en passe. Stéphanie Olympio qui a été allumé. Et j'en passe, et j'en passe. Le peuple africain dit ça, ça ne passe plus. C'est ce message qui a été envoyé hier à Babylone. C'est ça le message qui a été envoyé. Chers camarades d'Afrique, tapotez au maximum, partagez la vidéo parce que je pense que ça bug un peu là. Tapotez, tapotez, partagez. Je voudrais ensuite saluer le président Laurent Gbagbo. Mon père, Laurent Gbagbo. Il s'est investi personnellement. Oui, il a pris cette affaire à bras le corps, comme il le fait pour tous les autres. Il a pris cette affaire à bras le corps. Et il a dit, je ne veux pas que mon fils aille souffrir en prison chez Draman Ouattara ou aille se faire torturer. Il faut trouver une solution. Et quand j'ai appuyé pour mon téléphone pour lui faire savoir que je vais rentrer ici, bien entendu, il a fait ce qu'il fallait pour que tout soit mis à disposition afin que je puisse rentrer tranquillement. Mais je vais revenir dessus. Donc, je salue le président. À travers lui, tous les cadres du PPACI, toute la direction de mon parti, je les salue et tous, voilà, tous les camarades, voilà. Je voudrais aussi saluer la femme du président, Nadi Gbagbo, ma mère, à moi. Elle a pris cette affaire comme s'il s'agissait de son propre enfant.
de son propre enfant. Elle m'a appelé. Elle m'a soutenu. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Elle m'a soutenu. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a fortifié avec ses mots. Je voudrais la saluer du plus profond de mon cœur. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et à travers elle, toutes les mères, toutes les mamans qui depuis leur position n'ont cessé de m'envoyer des messages, n'ont cessé de se mobiliser pendant les 3 audiences. Et même après les audiences, quand j'ai été libéré, qui sont venus m'accueillir, je voudrais les saluer. Je voudrais leur dire merci à ces mamans-là. Je voudrais leur dire merci. Parce que ce n'est pas facile, chers camarades. Il y a des moments qui sont tombés. Il y a des moments qui sont tombés malades. Il y en a qui ne travaillent pas. Il y a des soeurs même qui ont arrêté de travailler à cause de ça. Je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi remercier les hommes qui aussi se sont mobilisés. Le peuple panafricaniste. Le peuple panafricaniste, les panafricains de tous bords. Les panafricains de tous bords, les associations, tout le monde s'est mobilisé. Je voudrais vous dire merci. Merci du plus profond de mon cœur. Mon parti en France, dirigé par Blaise Pascal Lobo, qui s'est mobilisé, qui n'a ménagé aucun effort, qui a pris 1 semaine d'arrêt de travail, qui a pris 1 semaine au boulot pour consacrer ce temps-là à ma libération. À travers lui, saluer tout le cabinet du PPACI, saluer tous les militants du PPACI, saluer tout le monde, les femmes, la DMF, Célestine Kipré, à travers elle, toutes les mamans du PPACI, tout le monde, si je dois citer tout le monde, il n'y a pas quitté ici. Mais vraiment, les mamans, merci infiniment. Merci beaucoup. Le GPS et son président, Guillaume Soro, qui s'est mobilisé personnellement aussi, qui n'a cessé d'envoyer des messages à ses lieutenants, Soulet de Paris, La Guêpe, Zouzou, président Parigo, Ziekone, les Insan, bon, Insan, eux, ils sont de l'autre côté, les Tania, tous les activistes. Je ne peux pas citer tout le monde, mais quand même, je voudrais quand même citer un certain nombre de noms. La Guêpe, je voudrais vous saluer, vous tous. Mon frère et ami, Ibrahim Maïga, je voudrais le saluer du plus profond de mon cœur. Devant vous ici, je voudrais lui dire merci. Nina la Lyon, hey, merci à tout le monde, merci beaucoup. Johnny Pacheco, mon frère Oxymore de Woody, tout à l'heure je viens de l'avoir au téléphone. Je voudrais vous saluer. Hervé Djedje, et tous les activistes du PPACI, Mathieu Ekra, tout le monde, tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan, PPACI TV, qui est dirigé, la cellule de communication qui est dirigée, la commission de communication qui est dirigée par Sis Savandé. Je voudrais saluer tout le monde, frère, tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais en tout cas, je salue tout le monde. Les leaders panafricanistes, Kémy Seba, Nathalie Yam, Fracté Nyamsi, hein? Les PDT, les panafricanistes de terrain, qui se sont mobilisés, Maman Yoyo, et le doyen, comment il s'appelle, doyen Beu, oh, de soirée d'appeler, doyen Beu, et tout le monde, hein? Yebayo, tout le monde, je salue tout le monde. Mes avocats, mes avocats, Maître Sylvain, Maître Placide, Maître Tagadid, je voudrais les saluer du plus fond de mon cœur. Même aujourd'hui, on a décroché une autre victoire. Aujourd'hui même, on a décroché une autre victoire avec les avocats. Je voudrais les remercier. Mon petit BKN, Dani de Paris, Chico, Boumabel, Issa Diawara, Gandhi Malien. J'ai dit tout le monde. Ça va me revenir un peu, puis je vais saluer les gens. Ma famille biologique, ma famille. Il faut que je souligne quelque chose au niveau de ma famille. Vous savez, en 2020, c'était la bagarre entre moi et ma famille. C'était pas là. Hé, belle fille, ma chérie Coco, je dois la saluer. C'était la bagarre entre moi et ma famille.
Mais mon grand frère là, que vous avez vu mobiliser là, il a dit, je ne peux jamais laisser mon petit frère à cause de politique. Mon grand frère que vous avez vu qui est un peu chauve là, Pierre Aké là, il a dit, je ne peux jamais laisser mon petit frère à cause de politique. Ce qui va se passer, va se passer. Moi, je ne laisserai jamais mon petit frère. Et mes autres frères l'ont suivi. Et aujourd'hui, vous avez vu l'élan fraternel qui a été manifesté. Vous comprenez ça? Mon ami Balaïra. Vous comprenez? Donc, pour dire que la famille, c'est vraiment la famille. Je les salue tous. Voilà, je salue ma famille. Le peuple de l'AES. Je vais visiter l'AES incessamment. Je ne suis pas encore sorti de l'hôtel. Mais en tout cas, dès que je sors, je vais commencer, je vais établir un programme où je vais saluer tout le peuple de l'AES. Pour leur bravoure, leur détermination. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à ce peuple que nos leaders sont encore là. Parce que si ce peuple ne s'était pas mobilisé, nos leaders ne seraient pas là. L'impérialisme les aurait emportés. Comme ce qui s'est passé avec moi. Mon cas est un exemple palpable. Mon cas est un exemple, est une illustration parfaite de la lutte panafricaniste. Quand on attrape un leader et que le peuple ne se mobilise pas, eh bien l'impérialisme va l'engloutir. Mais quand le peuple se mobilise, l'impérialisme recule. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va se passer maintenant. Et c'est ça qui se passe d'ailleurs toujours. Voilà. Et je voudrais saluer aussi le camarade Constantin, le représentant PPACI Burkina Faso, le camarade Constantin Soya. Je vais le saluer. Les autres, je vais les saluer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors, chers camarades peu d'Afrique, voilà vous, voilà moi maintenant. Soyez salués encore en vos rangs grâce et qualité. Soyez salués, vous qui vous êtes mobilisés depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Soyez salués, soyez abondamment salués, soyez infiniment salués, soyez richement salués. Merci, 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 merci. Merci du fond du cœur. Merci à vous les gars. Vous avez démontré à l'impérialisme que quand un Africain se bat pour l'Afrique, cet Africain-là est protégé par l'Afrique. C'est ça qu'on a pu démontrer. Les policiers se déplaçaient dans ma cellule. Les policiers se déplaçaient dans ma cellule pour aller me regarder, pour dire, mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes président? Il a dit non. Vous êtes le premier ministre? Il dit non. Vous êtes le vice-président? Il dit non. On dit, mais pourquoi autant de monde? Il dit, parce que je suis un Africain qui se bat pour l'Afrique. Et l'Afrique a reconnu ma bataille. L'Afrique a reconnu mon combat et l'Afrique se mobilise pour faire barrage à votre injustice. C'est ça qui est la vérité. Frère, je voudrais saluer mon frère Herman le Patriote aussi. Voilà, ici, parce que j'entends beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses. Les gens disent, ah, bon, on connaît, il a fui, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Je voudrais ici apporter un certain de clarification, chers camarades. Chers camarades peu d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez l'autre là. Je vais faire un certain de clarification. Voilà. Je vais faire un certain de clarification. Vous allez voir quelque chose. Alors, les gens ont dit que Borokole a fui, ou bien que c'est ceci, que c'est cela. Je voudrais vous dire ici que Borokole n'a jamais fui et qu'il n'est pas fui parce que il a la justice avec lui. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades, le 7, quand ma décision de libération totale a été prononcée
par la juge du tribunal administratif. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais au centre. J'étais en visite d'ailleurs. J'avais une visite. J'avais la visite de Célestine Kipré, la chargée de la mobilisation des femmes, PPAC France. Avec la camarade Karen Lagui. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Si je ne m'abuse. Donc, on était en train de parler. Et en même temps, mon téléphone sonne. Maître Placide m'appelle. Il dit, monsieur Koné, on a gagné. Il dit en bon, il dit, on a gagné. Tout a été annulé. Voici la décision. Voici la décision. Tout a été annulé. Il dit, bon. Il est fait comment? On dit, ils vont transmettre la décision au CRA pour que tu puisses signer les formalités et sortir. Il dit, bon, d'accord. Donc, tout de suite, les mamans ont commencé à crier, wow! On a commencé à crier, là. Et donc, on m'a dit, va faire tes affaires et tu viens signer et tu sors. Donc, je vais en cellule. Je vais savourer la victoire avec mes co-détenus, mes amis qui m'ont, je dirais, les co-détenus qui m'ont adopté, avec qui j'étais devenu ami. Voilà. Donc, on a savouré un peu la victoire. Et je prends mes affaires, je viens au poste. Donc, quand j'arrive là, on était deux qui avaient été libérés ce jour. Quand j'arrive là, on sort les documents de l'autre, il signe. Moi, on sort mon document, et puis on me dit, monsieur Koné, il faut voir. Donc, voici la décision. Voici la décision. Il est écrit ici, article 1, l'arrêté en date du 27 février 2025, par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, duquel il devrait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission aux fichiers du système d'information Schengen sont annulés. Sont annulés, voyez ça, annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Voilà ce qui a été dit. Donc, moi j'ai pris ça et j'ai signé. Vous voyez, c'est daté. Vous voyez ma signature. Donc moi, je n'ai pas montré ma signature et moi j'ai signé. Quand j'ai fini de signer ça, il y a des... Les 1000 € là, comment on fait pour avoir ça? Parce que ils m'ont donné un coup de poing. Il faut que je prenne les 1000 € pour aller manger chez ma tante à Vitry. Donc, donnez-moi les 1000 €, je vais voir clair dedans. Ah, en même temps, on me sort ça. En même temps, on me sort ça. Je dis, mais c'est quoi tout ça? C'est pour aller prendre les 1000 € ou bien c'est pour faire quoi? On dit, ah, monsieur Koné, le préfet du Val-de-Marne, a pris les choses en main. Aïe. Donc, comme j'ai gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne va venir gesticuler. Et donc, si je finis de gagner le préfet de Val-de-Marne, le préfet de Val-de-Loire va gesticuler. Mais quand est-ce que je vais finir de gagner tous les préfets de la France? Question. Est-ce que vous comprenez ça? Question. Donc, le préfet dit, il dit, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français. Écoutez ici. Considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers en cours de validité. Écoutez, considérant que M. Koné Suleiman ne détient pas de documents transfrontaliers, transfrontières en cours de validité, les démarches de reconnaissance consulaire sont en cours, de sorte qu'une réponse devrait intervenir à bref délai. Ça, ils ont touché le consulat, on m'a dit. Et ils disent ici, ainsi, M. Koné Suleiman ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une
une perspective raisonnable. Vous comprenez? Considérant que M. Kone a déclaré un domicile situé au 55 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, considérant qu'en application de l'article l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, arrêtez. C'est un arrêté préfectoral. Hein. On dit, M. Kone Suleiman est assigné à résidence à son domicile situé au 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. 55 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Pendant une durée de 45 jours, renouvelable 2 fois. Cette durée court à compter de la notification de la présente décision. M. Kone doit se présenter tous les jours à 8h, 11h, 17h au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, 6 au 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, avenue de Paris. D'ailleurs, même, ce n'est pas avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat n'est pas à l'avenue de Villeneuve-Saint-Georges. Le commissariat est à l'avenue de Paris. Aux rues de Paris, autant que moi, à rue de Paris. Cette obligation s'applique y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Vous comprenez ça? Voilà. M. Kone doit demeurer tous les jours de 21h à 7h dans les locaux où il réside. M. Kone Suleiman est informé qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet du département. Vous comprenez ça? M. Kone Suleiman remettra contre récépissé aux services de police tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession, conformément à l'article L. 733-4 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Donc, déjà, ils ont dit que je n'ai pas de passeport encore. Ils ont dit que mon passeport n'est plus en cours de validité. Alors que l'avocat général de Macron, a pris, attendez, oh, mon passeport, j'ai mis ça. A pris mon ancien passeport. Parce que c'est l'ancien passeport là que le consulat leur a donné. Donc, elle a pris mon ancien passeport, elle a fait la photocopie de mon ancien passeport, elle est allée s'asseoir devant le juge de la cour d'appel. Vous comprenez, devant le juge de la cour d'appel, pour dire au juge de cour d'appel que mon passeport est périmé. Excusez-moi, que mon passeport est périmé. Entre-temps, mes avocats avaient mis dans le dossier un passeport à jour qui courait jusqu'en 2028. Mais le gars là, le juge là, il a regardé le passeport qui est en cours de validité et il a regardé la femme comme ça. Il dit non, son passeport est à jour. Son passeport est à jour. Donc, malgré ce passeport à jour, les gens, le même préfet de Val-de-Marne vient répéter les mêmes erreurs que mon passeport n'est pas à jour. Mon passeport n'est pas à jour, c'est toi qui as fait pour moi. Moi, j'ai fait mon passeport en 2023. 2023 à 2028, j'avais 5 ans. Donc, mon passeport est à jour. Mais eux, ils disent que mon passeport n'est pas à jour. D'ailleurs, même, je ne peux pas déposer mon passeport chez vous. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont donné ça, au CRA là-bas, je leur ai dit, bon, donnez mon passeport, je m'en vais. Ils disent, ils ne donnent pas mon passeport. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils disent qu'ils ne donnent pas mon passeport. Bon, pourquoi vous ne me donnez pas mon passeport? Que non, tu dois signer ça là. Je dis, je ne signe pas. Puisque, même si je m'appelle Kone Suleiman, même si vous avez ma date de naissance, mais moi je ne suis pas au 55 rue de Paris. Je n'habite pas au 55 rue de Paris. Vous avez mon adresse. Ceux qui sont allés me chercher là, ils ont mon adresse. Mais pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs, monsieur le préfet de Val-de-Marne? Pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs? Mon adresse n'est pas dessus. Toi-même, ton adresse là, adresse du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges là, ce n'est pas correct. Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges est situé au 162 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Mais ils ont mis ici 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est faux. Ce n'est pas 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 162 rue de Paris. C'est la rue qui mène à la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui continue
jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'au bazar des Chinois, là, qui prend, voilà. C'est la rue de Paris qui va là-bas. Et c'est la même rue de Paris qui monte jusqu'en vers Paris. Parce que c'est la rue là qui mène vers Paris. Donc c'est marqué rue de Paris. Donc déjà, le préfet de Val-de-Marne ne connaît même pas l'adresse de son commissariat qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Encore moins, moi, mon adresse. Donc, mes avocats ont attaqué ça. C'est parti en fumée. Puisque tout est faux. Puisque tout est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être étonné. On fait cet arrêté, on prend cet arrêté avec les adresses qui sont dessus là. Et on donne au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur Koné doit venir signer. 8h, 11h. Il était 10h par là. Quand je devais sortir avec mon petit frère. Parce que ce jour-là, quand je suis rentré le 7 à la maison, j'ai fait la vidéo et mes frères étaient là, ils m'attendaient. Ils disent, il faut qu'on aille ensemble à la maison pour qu'on aille partager un repas. Donc, naturellement, ils devaient dormir chez mes frères. Donc, je suis allé dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, le 8, je devais aller à la maison et aller m'habiller et m'apprêter pour aller à l'Assemblée générale de mon parti, à l'AGK. J'en ai même parlé le 7. Je sors. Et voici mon téléphone qui sonne. Je réponds. C'est un officier de police qui me dit, Monsieur Koné, vous devriez venir signer à 8h. On ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, oui, je suis là, je suis dans le 93. Le document là, moi j'ai montré ça à mon avocat. Il a dit, c'est pas possible. Puisque j'ai été acquitté, j'ai été totalement blanchi. Tout ce dont le préfet de Paris m'accusait, tout a été blanchi. Donc je rentre à la maison, je suis tranquille. Ils disent, non, 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 il faut que moi je vienne. Parce que eux, ils sont déjà passés devant chez moi. Écoutez très bien. Ils sont allés devant chez moi. Il dit chez moi, là, c'est quelle adresse? Et ils donnent mon adresse exacte. Or, sur ce papier-là, ce n'est pas mon adresse. Ce papier-là, il n'y a pas mon adresse dedans. Mais comment l'officier de police a fait pour connaître mon adresse alors que mon adresse n'est pas indiquée dans ce papier? Voilà la question. Voilà la question. Donc, quand j'ai vu les louvoiements, j'ai vu les micmacs, j'ai appelé l'avocat. Et l'avocat l'a appelé. Il dit non, 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 c'est OQTF de 2023. Aïe! OQTF de 2020. On vous a dit de supprimer. Parce que j'ai pris des avocats et les avocats ont gagné. Et même d'ailleurs, ils ont demandé à ce que je sois dédommagé à cause de l'OQTF de 2020. Là. Le tribunal administratif a ordonné à fait que je sois dédommagé. Cet argent-là, j'ai donné à mes avocats. C'était pour 2020. Le préfet n'a pas annulé. On lui a dit annule, mais il n'a pas annulé. Vous venez me parler de 2023. 2023, j'ai attaqué. J'ai attaqué l'OQTF. Ils n'ont pas répondu. Et ils disent qu'ils m'ont envoyé une lettre à la poste et que moi, je ne suis pas allé récupérer la lettre et que la lettre est répartie. Ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Moi, je ne suis pas allé récupérer le courrier recommandé. Et le courrier s'est retourné. Ok, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la même chose qu'ils ont faite lorsque ils ont clôturé mon compte. De façon unilatérale. Ils ont pris la décision de clôturer mes 2 comptes bancaires qui étaient à la poste. Clôturer et ils ont pris mon argent. Ils m'ont laissé à sec. Vous comprenez ça? Et quand je leur ai dit, mais est-ce que vous m'envoyez un document pour me demander de vous donner un nouveau compte bancaire ou une nouvelle adresse? Ils disent non. Ah, ils m'ont envoyé un courrier et moi, je n'ai pas reçu. Moi, j'ai pas reçu le courrier. Il dit, ah bon. Il dit non. Moi, je n'ai pas reçu le courrier, c'est faux. Vous ne m'avez pas envoyé. Je suis allé faire réclamation chez mon conseiller. Mon conseiller leur a fait la réclamation. Ils disent, bon, eux, ils vont m'envoyer le chèque. Comme ça, je peux aller déposer le chèque là où je veux. Je suis allé ouvrir un nouveau compte. Donc, j'attendais le chèque. Le chèque ne vient pas. Un mois.
2 mois, je suis allé voir mon conseiller. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens de me donner mon argent. Et maintenant, mon conseiller les appelle. Ils disent qu'ils m'ont envoyé le chèque. Il dit, bon, il faut leur demander. Le chèque là, ils ont envoyé ça par courrier recommandé ou par courrier simple. Ils disent, ils ne savent pas. L'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu as envoyé ça. Ça sonne bien? Ça sonne bien. Donc quand ils ont dit qu'ils m'ont envoyé, que moi je peux aller récupérer, automatiquement, j'ai dit, ah, c'est la même chose là. Ceux qui m'ont bloqué mon argent là, c'est eux qui sont en train de m'embêter ici encore. C'est Macron. Il dit, c'est Macron. Donc, et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Donc quand j'ai appelé mon avocat, pour lui dire, voilà ce qui se passe. L'avocat dit, bon, reste où tu es. On va essayer d'attaquer. On va leur demander d'envoyer par lettre recommandée parce qu'on a le droit. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça, le truc là par lettre recommandée. Non, attention. Mon avocat dit, on va faire recours. On est encore dans le temps, on va faire recours. Donc, l'avocat a fait recours. Maître Senda. Quand ils ont fait le recours, le tribunal a envoyé un récépissé. Et ce récépissé est suspensif. C'est-à-dire que ça là, ce papier-là, c'est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Puisqu'on a fait un recours devant le tribunal. Dès qu'on a fait le recours, dès que mes avocats leur ont envoyé, comment on appelle ça, leur ont notifié le recours, une copie du recours, ils ont appelé mes avocats pour dire non, non, non. Cet arrêté-là, eux, ils l'ont annulé. Et ils ont pris un nouveau arrêté. Il dit quoi? Vous annulez et vous reprenez et vous annulez. C'est quoi le but du jeu? On attaque, vous annulez. Et vous reprenez. C'est quoi le but du jeu? Donc, j'ai dit à mes avocats, j'ai dit, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. Le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah, billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il y a... C'est ça là. Tout ça, c'est le problème qui est là. Il ne faut plus que Baroque ne parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut plus que je parle. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, l'avocat a demandé à ce que l'arrêté là soit envoyé, me soit envoyé par lettre recommandée. Comme ça, je vais aller prendre à la poste pour aller donner à l'avocat et puis on va attaquer en justice. Puisque ça c'est du chiffon. C'est du chiffon. Il n'y a aucune base légale dedans. Rien du tout. Rien. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Un préfet qui se trompe sur l'adresse de son propre commissariat. Qui se trompe sur l'adresse où il va assigner quelqu'un en résidence. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas sur la rue de Paris. La rue de Paris, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Mais si vous voulez m'assigner là-bas, prenez une maison pour moi là. Donc, j'ai dit à mes avocats, il faut leur dire, nous on va, ils n'ont qu'à faire ça par recommander, on va voir. Donc, ils sont très fâchés. Il faut que M. Koné arrive, vienne. S'il ne se présente pas, on va lancer un mandat de recherche contre lui. On va faire ceci, on va faire cela, pour qu'il quitte le pays. Il faut qu'on le prenne. C'est comme si, c'est comme ça. Il dit, bon, vous, votre pays, moi là, je vous laisse. Je m'en vais. Aïe! Cheikh Amara d'Afrique. Il dit, vous, votre pays, je vous laisse, je m'en vais. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de me reprendre le 8 là, pour aller me mettre en rétention. C'était pour me prendre. Parce que ce jour-là, ils sont venus se garer devant chez moi encore, pour m'attendre. Dès que je sors encore, le gars me demande, moi je suis dans quelle porte, moi je suis à quelle porte? Il dit, il connaît devant chez moi, mais il ne sait pas ma maison. De lui dire, moi je suis où, à quel étage, gauche ou droite, d'indiquer ma porte. Il dit, moi je ne t'indique pas ça. Tu connais, non? Il faut chercher, moi je ne t'indique pas ça. Donc c'est là maintenant, j'ai compris que
l'impérialisme ne veut pas lâcher affaire. Soit, Gbagbo Kone s'était, ou il s'était, il gère son bengue tranquillement, comme tout le monde, ou l'impérialisme va l'attaquer en justice. Et si l'impérialisme n'arrive pas à l'attaquer en justice, l'impérialisme n'arrive pas, parce qu'ils ne pourront pas, du point de vue légal, du point de vue juridique, pas à ce niveau-là. Et qu'ils veulent me faire taire à tout prix. Frère, je vais finir comme Martin Luther King. Je vais le lève en train de bégayer. Je vais finir comme Martin Luther King, ou comme Malcolm X, ou comme Thomas Sankara. Ils vont me liquider. Ils vont me liquider. Ça, c'est clair. Ils vont me liquider. Puisque les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis par nos militants. Et donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Les intérêts français sont menacés. C'est pourquoi ces hypocrites notoires, je dis bien, les Français de Macron et ses sbires, ces hypocrites notoires, se sont mis avec Gala Kolibi pour soi-disant travailler avec Gala Kolibi à l'effet d'obtenir des élections apaisées. Vous comprenez ça? À l'effet d'obtenir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mais Gala Kolibi est en prison. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ils ne sont même pas capables de produire un communiqué pour dire Gala Kolibi, on ne doit pas l'arrêter. Or que vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Tapotez les gars, je vois que le live est attaqué là. Tapotez. Vous l'avez sollicité pour travailler avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ces hypocrites. Dosso Rodel, secrétaire général du PPACI chargé de la société civile. Parce que la société civile a manifesté, ils sont allés prendre Dosso Rodel pour le mettre en prison. Tous les gars de la société civile qui étaient dans cette manifestation, ils les ont pris presque tous, ils les ont mis en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi, je dis bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce live là. Le TikTok a attaqué là, mes camarades. Attends, il y a quelque chose. Je pense que c'est bon, non? Je pense que c'est bon. Bon. Donc, ils ont fait ça à Gala Kolibi, à Dosso Rodel, et même Steve Biko de la Mauritanie. Tous nos gars sont en prison. Mais malgré ça, l'impérialiste, ils ne veulent pas nous lâcher. Hein. Il faut que Gbagbo Kone aussi aille en prison. Pour que Ouattara puisse faire un passage en force tranquillement en 2025. En octobre prochain. Vous comprenez? Mais moi, je suis en paix. Moi, je suis tranquille. Donc, c'est pourquoi j'ai laissé mon enfant, mes activités, et je suis venu ici. Parce que, non seulement, eux, les Blancs, là, Macron et ses sbires, ne voulaient plus que je parle, mais nos mamans, les mamans qui m'aiment, qui m'affectionnent, elles-mêmes, elles craignaient que je parle. Elles ont peur que je parle. Les Africains eux-mêmes ont peur que je parle. Donc, si c'est ça, ça devient compliqué. Alors que Gbagbo Kone ne veut pas se taire. Je ne peux pas me taire pendant que Macron et ses amis terroristes endeuillent l'AES. Je ne peux pas me taire pendant que la Côte d'Ivoire, mon pays,
est utilisé comme base arrière pour les terroristes, pour endeuiller les pays de l'AES. Il ne peut pas me taire quand Alassane Ouattara veut écarter le président Gbagbo. Il ne peut pas me taire, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut pas me taire. Donc c'est pourquoi j'ai laissé leur France là dans leurs mains et je suis venu ici dans l'espace de l'AES, l'espace de la vérité, l'espace de la liberté vraie. Pas la liberté dans l'esclavage, la liberté dans la vérité et la liberté réelle. C'est ça l'AES. Parce qu'on nous miroite une liberté en Occident qui en réalité n'existe pas. Attendez, je vais relancer le live alors. Je vais relancer le live. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez? En Occident, on nous miroite une liberté qui n'existe en réalité pas. Je vais vous dire quelque chose. L'affaire de la femme de Macron là, et Candace Owen. Est-ce que vous savez que il y a un journaliste qui a été tué d'abord? Le premier journaliste qui a dévoilé l'affaire a été retrouvé mort. Vous comprenez? Donc, le deuxième journaliste qui avait toutes les preuves et qui a révélé toutes ces preuves-là à Candace Owen, mais c'est un journaliste français. Écoutez très bien. C'est un journaliste français qui vit en France, mais qui a eu peur de faire les révélations que Candace Owen est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Un Français, journaliste français, qui a eu peur de faire des révélations sur la femme de Macron. Ce n'est pas sa femme, sur le vieil homme que Macron a marié. C'est ça qu'est la réalité. Donc, il a eu peur. Et quand il a eu peur, c'est là qu'il a fait venir Candace Owen. Et il a donné toutes les preuves à Candace Owen. Et quand Candace Owen est rentrée aux États-Unis, le vieil homme de Macron a demandé à Macron, il faut qu'on attaque cette fille parce qu'elle a des preuves qui peuvent m'accabler. Alors, le mari du vieil homme se mobilise avec le vieil homme. Il menace maintenant Candace Owen. Mais je vous jure, si Trump n'était pas au pouvoir, Candace Owen n'aurait pas eu le courage de le dire, de faire les révélations. Parce que, comment il s'appelle, Joe Biden, Papy Joe, allait l'interdire de parler. Est-ce que vous comprenez? Allait l'interdire de parler. Ou bien ce qui est arrivé au journaliste français qui a commencé à révéler les affaires sur le vieil homme de Macron, allait arriver à Candace Owen très rapidement. Vous comprenez ça? Mais qui n'a pas écouté J.D. Vance, le vice-président américain, J.D. Vance, qui n'a pas écouté à Munich en Allemagne, pendant le sommet sur la sécurité internationale? Il a dit, l'Europe, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Russie, l'ennemi de l'Europe n'est pas la Chine, l'ennemi de l'Europe n'est pas d'autres pays, l'ennemi de l'Europe c'est l'Europe elle-même. Parce que l'Europe est en train de piétiner la liberté d'expression. Vous comprenez ça? Macron est un dictateur féroce. Un dictateur féroce. Il est pire que Draman Ouattara. Macron que vous voyez. Ce petit malheureux, quand il a pris le pouvoir en 2017 et que les gilets jaunes ont fait leur apparition en 2018, Emmanuel Macron a réprimé ces gens-là. Il a créé des bornes, des amputés parmi les gilets jaunes. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça, chers camarades? Là-bas, la France, on nous miroite la France comme un pays de liberté d'expression. En réalité, ce n'est pas une liberté d'expression. C'est un pays où on vous donne un semblant de liberté. Quand tu dépasses les bornes, on t'attaque.
Quand tu dépasses les bornes, on t'attaque. C'est-à-dire que ta liberté est limitée dans l'enclos. Dans l'enclos du colon ou dans l'enclos du maître esclave. Vous comprenez ça? Donc, comme nous autres, on a compris ce système et qu'on est en train d'attaquer le système pour mettre à nu le système et on nous attaque. On nous attaque. Et je ne comprends pas, le consulat de la Côte d'Ivoire en France. Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Vous avez déjà vu un consulat qui travaille la nuit? Le laissez-passer qui a été établi par le consulat de Côte d'Ivoire a été établi la nuit. La nuit du 1er. Vous comprenez? La nuit du 1er mars. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit la nuit du 28 au 1er mars. On m'a arrêté le 27. On m'a envoyé en centre de détention le 27. La nuit du 28 au 1er mars, ils ont tapé en même temps, m'ont laissé passer. M'ont envoyé vers la Côte d'Ivoire. Le consulat de Côte d'Ivoire qui a fait ça. Mais quand le consulat a fait ça, chez camarades peu d'Afrique, ils prennent la décision de me faire partir en Côte d'Ivoire le 2. Et comme ils n'ont pas pu avoir, non, pas pu avoir, ils ont fait l'erreur, comme ils viennent de le faire ici dans ces documents-là, ils ont fait l'erreur de vouloir me faire passer par l'avion présidentiel, par un gouvernement présidentiel de Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le 1er mars, samedi 1er mars, le président Laurent Gbagbo attaque publiquement à Angré. Le même samedi, les Ivoiriens se mobilisent comme un seul homme pour venir presque envahir le centre de rétention. Les Ivoiriens et les Africains se mobilisent. Donc, automatiquement, l'affaire prend une tournure politique. Et dans le sillage de l'opposition vraie de la France, nous avons appelé certaines personnes qui ont touché d'autres personnes. Vous avez vu, il y a des députés même qui ont fait des déclarations sur moi. Donc, automatiquement, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. D'autres disent, prenons-le. D'autres disent, si on le prend, et qu'à coup sûr, Ouattara va le tuer, ça va chauffer. Parce qu'on l'aurait sorti de la voie légale pour le mettre dans une voie obscure. Donc, la France serait vue automatiquement comme un pays de dictature, un pays de barbarie. Et donc, le pouvoir de Macron lui-même allait trébucher. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant que mes avocats ne rentrent dans la danse, parce qu'il y a comparu le 3 mars, devant le tribunal du GLD, mon premier tribunal, le 3. Donc, avant que je ne passe devant un tribunal, devant un juge, ce qui est mon droit, il voulait me faire passer en même temps par l'aéroport de Bourget, à travers comment on appelle ça, le gouvernement présidentiel de Laurent Ouattara. Je ne peux pas être en Côte d'Ivoire. Donc, c'est grâce à la mobilisation générale des Africains que les gens là ont reculé. Vous voyez mon cou là, le gaz lacrymogène avait blessé mon cou, il y avait beaucoup de boutons, et ça se cassait, ça me faisait très mal. Je suis allé voir l'infirmière pour lui dire de me trouver un produit. L'infirmière me dit, je vais commander ton produit. Et demain, il faut revenir. Ça, c'était le premier. Vous comprenez ça? C'était le premier. Et je reviens le soir, le lendemain de... L'infirmière me dit, je n'ai pas commandé. Elle me prend Dexéline. Elle me prend un truc, ouais, elle me prend un truc, un sparadrap façon, et puis elle colle. Puis elle dit, ça va aller. Donc, je vais m'asseoir. 2 jours plus tard, je vais voir l'infirmière. Elle dit, ah, vraiment, ça me continue de me faire mal. Qu'est-ce qu'on fait? L'infirmière me dit, elle va m'excuser, hein. Je vais dire ça aujourd'hui. Elle me dit, je n'ai pas commandé votre produit
Parce qu'il y avait un vol non affiché sur votre dossier. Un vol non affiché. Un vol non affiché sur votre dossier. Vous comprenez ça? Ça veut dire que je ne partais pas dans Corsair, je ne partais pas dans Air France, je ne partais pas dans Turkey Airlines, je ne partais dans aucune compagnie. Mais quand même, il y avait un vol. Un vol non affiché. C'est-à-dire qu'on veut me prendre pour me mettre dans quelque chose comme ça. Donc, quand vous vous êtes mobilisé, ils ont reculé. Ils ont reculé. N'eût été votre mobilisation. C'est pourquoi je salue votre mobilisation. N'eût été votre mobilisation, mais ils m'auraient envoyé. Ils m'auraient envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Mais je ne comprends pas comment la France devient. Je ne comprends pas comment la France devient. Donc, au vu et au su de la supercherie, du complot, ourdi contre moi, au vu de l'attentat contre ma vie, il dit Macron c'est un terroriste. Son ami Draman c'est un terroriste. Donc ils ont tenté de me terroriser. Soit me tuer, me mettre en prison, me torturer, me mettre en prison, ou me faire taire à jamais. J'ai appelé, j'ai dit je m'en vais. On dit tu t'en vas, j'ai dit moi je m'en vais. Je quitte ce pays. Parce que à quoi Babo Koné sert s'il ne parle pas? À quoi ma vie sert? Ma vie sert à quoi? S'il ne peut pas parler, ça sert à quoi ma vie? Je vis pourquoi? S'il ne peut pas me battre pour la liberté d'expression, pour la liberté des Africains. S'il ne peut pas me battre pour que l'Afrique soit libre, je deviens... À quoi je sers? Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Donc je dis, moi je m'en vais. Si là-bas, je vais manger caillou, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec caillou. Si là-bas, je vais manger benzin, c'est qu'il y a des gens qui mangent avec benzin et puis ils vivent. Et moi, je vais devenir comme ça. Donc je dis, je m'en vais. Alors, l'ambassade de Burkina Faso avait déjà délivré un laissez-passer. Puisque mon passeport avec eux, ils ont bloqué mon passeport. Et ils ont bloqué mon passeport. Vous comprenez ça? Donc, j'ai dit à mes frères, on s'en va. J'ai dit, je m'en vais. Donc, grâce à Dieu, le parti a pris un billet. L'ambassade du Burkina Faso a délivré un laissez-passer pour moi. Les autorités burkinabées ont pris les choses en main. Donc, je suis venu à l'aéroport. Et grâce à Dieu, on a pu avoir un billet. Et j'étais avec mes frères. Et maintenant, j'arrive à la frontière, aux polices de frontière. Il y a un policier là-bas, il est gros comme ça. Il prend mes documents. Il dit, mais monsieur, mais vous n'avez pas de titre de séjour? Je dis, oui. Mais si vous sortez, vous ne pouvez plus revenir. Hein. Ça, ce n'est pas ton affaire. Moi, j'ai sorti. Mais monsieur, je vois que vous avez un enfant ici. Vous n'avez pas d'OQTF. Il dit, j'ai OQTF. Il dit, vous n'avez pas OQTF. Il dit, j'ai OQTF. Fais-moi mes affaires, moi je m'en vais. Il dit, mais monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir. C'est comme si... Il dit, ça, ce n'est pas ton affaire. Fais-moi mes affaires, moi, je quitte votre pays. Je ne suis plus en sécurité dans votre pays. Vous voulez me tuer? Je m'en vais. Donne-moi mes affaires. Oh, il appelle. Il appelle. Il va là-bas. Il bouge ici. Il dit ça là. Moi, je suis arrêté. Tu vas me donner mes affaires. Je quitte votre pays là. Je quitte. Je quitte votre pays. Donc, il a commencé à tourner. Il appelle son collègue. Il vient de parler. Même le monsieur, il veut partir. C'est comme ci, c'est comme ça. Il est en train de parler. Moi, j'ai arrêté. Aujourd'hui, là, moi, je quitte votre pays. C'est ça que j'ai déjà pris mon billet, j'ai laissé passer, j'ai tout. Mais monsieur, votre passeport là, vous avez pris. Laissez passer là, ça fait office de passeport pendant 3 mois. Donne-moi mes affaires, je m'en vais. Il a dit, je quitte ton pays. Ah, c'est un problème. Il dit, je quitte ton pays, mon frère.
Ah ben monsieur, si vous partez, vous ne pouvez plus revenir. À moins que vous demandez un visa, mais... Il dit, je m'en vais. Donc, quand il a fini ses nyama, moi je suis serein. Donc, il me donne mes trucs maintenant. Il dit, bon monsieur, vous pouvez partir. Je suis parti. Je suis parti, j'ai pris l'avion. Et je suis parti. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, quand mes avocats m'ont appelé pour dire que ça, là, ça a été annulé par le tribunal de Melun. Ça a été annulé par le tribunal de Melun. Il dit, ah. Donc, le policier avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Le policier de frontière, il avait raison. Il n'y a plus d'OQTF. Mais comme moi, je ne vais pas m'asseoir et ne pas parler. Et que je crains que vous, là, vous allez me tuer. Donc, je m'en vais. Je m'en vais. Parce qu'il faut que je parle. Et je ne peux pas parler à moitié. Non. Les terroristes, là, c'est toi, Macron, qui leur donne à manger. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Tout est prouvé. Pourquoi il n'y a pas dit ça? Si je ne dis pas ça, c'est que je ne suis pas un homme. Moi, je dis ça. Ce que tu vas faire. Mais moi, je dis ça. Donc, si je ne peux plus dire chez toi, je quitte chez toi, je m'en vais là où je peux dire. Et je suis ici, et je suis en paix. Et je peux dire, et je dis. Voilà. Et je dis. Donc, j'arrive à Istanbul. J'arrive à Istanbul. Je dors. Quelque part. Je me réveille le matin. J'ai fait mon ramadan, tout ça. Je me réveille le matin. Je m'en vais vers 15h, 16h par là. Je m'en vais voir sur le tableau mon vol. Et je suis arrêté. Il y a une galerie, une grande galerie dans l'aéroport de comment on appelle ça, d'Istanbul là. Mais je suis arrêté. Et je vois un homme qui vient s'arrêter à côté de moi. Un Africain. Excusez-moi, il me regarde de haut. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains qui m'ont reconnu à l'aéroport. Hein. Même dans l'avion. Il y a beaucoup de gars qui m'ont reconnu là-bas. Donc, il me regarde comme ça. C'est vous qui faites vidéo là, non? J'ai dit non. Parce qu'il n'a même pas envie que quelqu'un vienne me reconnaître là, pour m'emmerder. Je n'ai même pas envie. Il dit non, non, c'est pas moi. Il dit si, c'est vous. Je vous reconnais. Il dit, tu me reconnais et puis quoi? Il dit, mais, monsieur Macron, la France s'en fout de vous. Avec un nez hautain. Arrogant. Macron s'en fout de vous. Vous êtes qui, vous? C'est Ouattara et photocopie qui vous emmerde. Sinon, Macron, il ne vous calcule même pas. Il n'a pas votre temps. Il dit, ah bon? Il dit... Mais, et puis, lui, c'est lui qui parle. Moi, il est regarde sur moi. Il dit, Ouattara même a demandé à Macron de vous laisser tranquille. Parce que vous ne pouvez rien faire. Ouattara va faire son 4e mandat, vous allez voir. Au nom de Dieu. À Istanbul. Ah, il est dans l'aéroport encore, vous êtes ici. À Istanbul, j'ai laissé France pour vous là-bas. Je suis à Istanbul, je m'en vais chez moi dans mon pays. Et vous venez me trouver ici. Et toi, t'es qui? On est à l'aéroport. On est à l'aéroport. C'est-à-dire que tu n'es pas en France, je ne suis pas en France. Tu t'abuses, on va toi et moi se laisser. Et vous êtes qui? Il dit, il est commandant de l'armée française. Commandant de l'armée française. Après, il a tourné en même temps. Il est passé derrière. Puis il est parti. Commandant de l'armée française. À Istanbul. Dans mes pieds. Donc, il dit, bon d'accord. Si c'est ça, c'est que you're mine. Ah non, 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 c'est que you're mine. Donc, j'ai pris mon sac. Mon cher. J'ai tracé. Et j'allais m'asseoir où on embarque. Il est l'heure d'embarquer. Bon, il n'est pas l'heure d'embarquer. Moi, je m'assois, j'attends. Et je regarde l'avion. On met les bagages, on fait tout. Moi, j'attends. J'attends. Donc, quand ils ont dit embarquer, il dit, mais depuis là, pourquoi vous ne parlez pas? Je suis allé. Je suis rentré dans mon avion. Et je me suis assis tranquillement. Avec mon petit sachet de rupture de Ramadan. Voilà. Et je suis assis maintenant. Et je dis, bon, l'avion, on fait comment? Ah, donc, ils ont fermé l'avion. Et l'avion a pris le départ. Il dit, Masha'Allah. J'ai informé qui de droit. Et puis, on a tracé. On a tracé. Et voilà. Je suis rentré au Burkina Faso, à Ouagadougou.
Vous avez vu l'accueil. Vous avez vu l'accueil. L'homme que Macron et Draman voulaient utiliser, voulaient faire passer comme un malpropre, comme un délinquant, comme un moins que rien, a été élevé par le peuple africain. On m'a élevé, on m'a honoré. Oui, salon d'honneur, véhicule à disposition, garde du corps, hôtel. C'est pas les hôtels où vous voyez en France. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là. Hein? Non. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là. Hein? Pas Tissagana. Ça c'est vrai hôtel. Vrai hôtel. Tout à disposition. Tout à disposition. À bébé. Tranquillement. La sécurité est garantie. Il dit, ah, maintenant, comment? Maintenant, je peux parler. Tranquillement, il peut parler. Et vous comprenez? Donc, le combat que nous menons est difficile. Il n'est pas facile du tout. Quand tu t'engages dans un combat, il faut faire des recherches pour comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et tout. Il faut faire une étude. Quand tu finis ça là, et puis tu mesures maintenant ton niveau d'engagement. Moi, pas reconnu. C'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Gbagbo. Non. C'est pas quelqu'un qui m'a dit va derrière Gbagbo. Non. Moi, j'ai été contrôlé par les policiers français. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et quand ils m'ont placé en garde à vue, c'était ma première garde à vue. Quand ils m'ont placé en garde à vue, ils sont allés mentir devant l'OPJ. Ils ont menti. Quand l'OPJ m'a appelé, et puis je suis venu m'asseoir, et le gars a commencé à me dire ce qui s'est passé. C'est comme la version des policiers. J'ai dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé de personne parce que c'est pas mon dossier qui est là. Et il dit, monsieur connaît Suleiman, il dit oui. Tant, vous avez été interpellé là. Il dit oui. Il dit donc, c'est de moi, les policiers parlent comme ça. Il dit oui. Ils disent, les policiers, ils disent dans leur déclaration que eux, ils m'ont interpellé. Quand ils m'ont sifflé, ils m'ont dit de m'égarer. Dès que moi je suis descendu de mon scooter, moi je me suis mis en garde en même temps. J'ai formé le poing pour leur dire, venez. Policier qui dit ça. Au nom de Dieu. Et que moi, dès que moi je suis descendu net, moi j'ai formé le poing pour dire, venez. Wallah et bilaï. Il dit, hein? Il dit, c'est comme ça, boula. Ah, ça, il dit, c'est pas bon. Et puis, c'est dans un pays comme ça, nos frères sont en train de venir. Ils viennent sur l'eau, ils arrivent en masse pour venir subir ce que moi j'ai subi là. Il dit, jamais de la vie, ça là, il faut qu'on arrange l'Afrique. Pour que l'Afrique devienne 1000 fois plus éclatante, plus rayonnante que le pays des gens. J'ai pris la décision ce jour de me consacrer corps et âme au panafricanisme. Frère, quand j'ai commencé un peu à faire les petites vidéos, il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, mais toi-même là, tu fais quoi même? Hein? Les Français là, tu ne sais pas que, voilà, ici là, c'est mieux ici, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu habite en France? Non. Bon, pourquoi vous dites que c'est normal que la France soit plus rayonnante, plus prospère que les pays africains? C'est pas normal. La réalité, c'est que il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de se développer. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de vivre. Et ce quelqu'un-là, il faut chercher à comprendre. Et pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Sorti sur Kaku Numbuko. Sorti
sur Nicolas Agbo. C'est Nicolas Agbo qui m'a réveillé. Il a parlé de Gbagbo, de Djibo Bakari, de Sivalis Olympio et bien d'autres. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Quand j'ai fait les recherches sur Gbagbo, il dit « Oh! Donc moi, j'étais là comme ça. Et puis quelqu'un qui se bat pour moi, moi, je ne l'aime pas. » Et comment quelqu'un peut ne pas aimer quelqu'un qui met sa vie en danger pour lui? Comment? Donc, j'ai dit, ah, il faut que je me batte avec Gbagbo. Pour que ce combat prospère. Pour que l'histoire retienne qu'il a combattu et qu'il a gagné. C'est comme ça que je me suis engagé dans le combat. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les Panafricains, les Maliens, les Togolais, en pleine lutte. Les Camerounais, les Nigériens, tout le monde que vous voyez autour de moi. J'ai commencé à les côtoyer. Et on a eu une réunion avec les Panafricains un jour. Ils ont dit, mais vous les Ivoiriens, depuis que Gbagbo est sorti, vous, on ne vous voit plus. Je leur ai dit ce jour, et parce que Tanti Rama va se rappeler, je leur ai dit ce jour, j'ai dit, Tanti, en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de panafricanisme, le voici. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que si vous avez besoin de panafricains en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Sur mon entière disponibilité. Et depuis ce jour, Tanti Rama m'appelle souvent la nuit. Elle dit, à la manifestation. Et puis je suis opérationnel. Et l'Afrique a su me rendre ça. L'Afrique a su me rendre ça. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai été à la tête du cortège du 18 janvier pour la manifestation qui a fait trembler Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça, et Dragan Ouattara. Ils ont fait sortir leur guignol pour demander de demander au pays de l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Mais quand on a vu ça, on a lancé l'alerte. Il faut qu'on relève ce défi. Il faut qu'on sorte 1000 fois que ceux-là. On est sorti. Et le monde entier a vu la manifestation. On est sorti par dizaines de milliers. Du jamais vu en France. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce que je peux vous dire, je me porte très très bien. Le moral, il est haut. Ici, je suis bien traité, bien logé. Il n'y a aucun souci à se faire. Et le combat va continuer. Dès demain, je me mets à mon poste. Dès demain, je me mets à mon poste. Pour commencer à allumer. Qui je dois allumer? Il y a déjà même commencé à couper les vidéos. Que je dois frapper. Ah non, c'est pas du jeu. Il y a une vidéo même que j'avais faite. Que je devrais publier le jour de mon arrestation. Cette vidéo, je vais la publier tout à l'heure. Le t-shirt que j'ai porté pour faire la vidéo, c'est le même t-shirt avec lequel ils m'ont arrêté. Le t-shirt a été déchiré. On ne peut plus récupérer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène dedans. Quand j'étais couché la nuit, même quand je touche, le gaz monte. J'ai passé la nuit avec le gaz. Donc j'ai enlevé le t-shirt, je suis resté en débardeur. C'est pourquoi les gens sont allés me trouver en garde à vue, en débardeur. Et puis ici là, le gaz là, ça me faisait très mal. C'est comme si on piquait avec un couteau dedans. Quand j'étais en gaz, ça me faisait très mal. Ça a été un soulagement de ouf. Quand on m'a envoyé en centre de détention, c'était un soulagement parce que je souffrais trop en garde à vue là. Il faisait froid, il n'y avait pas de couverture, il y avait froid. Et puis, je ne mangeais pas. J'ai fait 24 heures, je n'ai pas mangé. Donc, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Mais, quand je suis sorti de là-bas, ça me faisait beaucoup mal. Hein. Mais aujourd'hui, ça a cicatrisé, Dieu merci. Mais le t-shirt, je l'ai jeté. Parce que je ne pouvais pas. Le gars, c'était trop dedans. Le gars, il m'a pompé comme ça. Donc, c'était trop. Voilà. Mais, c'est la lutte. C'est la lutte qui continue. Et on est déterminé. On est déterminé. Je vous demande de saluer, en tout cas les autorités burkinabées et les autorités de l'AES.
pour cette marque de solidarité. Le combat va continuer. On ne peut pas les laisser. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais voir si éventuellement, je peux la publier en même temps. La vidéo, je l'avais faite là-bas, le 26. Sur l'électricité. Macron là-bas, là, il va augmenter l'électricité en France là-bas. De plus de 20% encore. Donc, il a fait la vidéo. Il a publié la vidéo. Tout à l'heure, il a publié. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre solidarité. Je ne peux pas finir de vous remercier, hein, mais quand même, je suis obligé de mettre un thème au direct. Je remercie encore mon père, le président Laurent Gbagbo, et sa femme, ma mère, Nadi Gbagbo. Donc je vous remercie, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme.